Alors, Oui, bonsoir le grand maître. bonsoir Yann, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Oui, Dieu merci, tout va très bien. Et de ton côté? Allô? Oui, allô? J'ai dit, et de ton Oui, tu me côté? reçois? Oui, oui. Et de votre côté, Oui, comment ça va? de mon côté, ça va. Dieu, Ça va. Un week-end un peu mouvementé, mais bon, ça va. Ça va. Dieu merci. Que J'ai Dieu. vraiment, j'ai vraiment l'honneur et la chance aujourd'hui d'être avec Monsieur Sidi Kaba, Mhm, journaliste, grand journaliste émérite mhm, et un grand panafricain, mhm, spécialiste du Sahel et surtout de d'Al-Qaïda, Al-Qaïda en Afrique, mhm, qui m'a fait vraiment l'honneur de répondre à mon invitation mhm, afin de pouvoir nous éclairer de sa science et de ses informations et de ses connaissances mhm, sur tout ce qui est djihadiste, tout ça, et surtout même sur la politique même en Afrique de l'Ouest. mhm, Donc voilà, comme je t'avais dit, il était en tournée, il est rentré il y a quelques semaines de cela, bon, avec aussi des obligations familiales. Il n'a pas pu se libérer. Aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup de chances de l'avoir. mhm, Donc je vais, séance tenante, le passer. mhm. Voilà. Donc merci bien de me permettre de le faire. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Sidi Allô? Kaba. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Cher aîné, je vais très bien. Vous-même? Ça va bien, ça va bien. Et Dieu. Abidjan? Abidjan, ça va, mais moi je suis aux États-Unis. Ah, ok, très bien, très Oui, bien, très oui. bien, très bien. Et Très comment bien, va c'est la un plaisir. famille? La famille se porte bien, tout va bien. Dieu Tout le monde se merci. porte bien. Et de prime abord, je souhaiterais dire ici à tous ceux qui nous suivent que vous êtes monsieur Sidi Kaba, journaliste d'investigation et spécialiste du Sahel comme en question du terrorisme, comme vient d'annoncer Yann ici. Et C'est ça. je vous le dis en toute sincérité, c'est un énorme plaisir que vous nous faites de nous accorder de votre temps et vous dire merci, ça serait peu dire. Oui, c'est tout à fait normal que je me rende disponible pour apporter ma modeste contribution à une meilleure compréhension de cette problématique d'insécurité qui menace le Sahel et toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que, comme vous savez, l'insécurité est en train de déborder progressivement du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et la Côte d'Ivoire a déjà été attaquée, le Bénin a été attaqué, le Togo est attaqué. Donc, c'est un enjeu important pour la stabilité de la région et c'est tout à fait normal que j'apporte ma modeste contribution à une bonne compréhension de la question de ces enjeux et éventuellement répondre à des questions que les gens peuvent avoir. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Et nous, comme peut-être Yann vous l'a dit, nous sommes un conglomérat de personnes indépendantes, de libres penseurs, qui prenons le soin et le risque de pousser les limites de la réflexion. Et donc, comme vous l'avez dit, si vous nous le permettez, on va vous soumettre aux différentes questions venant de moi-même et des auditeurs. Et la première question que j'allais vous poser, c'est que moi, en tant que citoyen lambda, et vous, en tant que spécialiste, moi, je n'écoute que les médias. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que le djihadisme auquel on assiste, d'où vient exactement le djihadisme sans faux fuyant? Est-ce que ça vient du Qatar ou bien est-ce que ce n'est pas une fabrication des Occidentaux pour pouvoir redéfinir les cartes mondiales en fonction des besoins économiques et géostratégiques? Alors, il y a une histoire du djihadisme. Le djihadisme au Sahel est parti de la situation algérienne. Lorsque, en 1991, le Front islamique de salut a gagné les élections en Algérie, l'armée algérienne avait décidé d'interrompre le processus pour éviter que le fils arrive au pouvoir. À partir de là, il y a eu des affrontements réguliers puisque le fils a créé ce qu'on appelle le groupe islamique armé. Ce groupe islamique armé a combattu les forces armées algériennes et les forces de sécurité. Ensuite, le groupe islamique armé est devenu le groupe salafiste pour la prédication et le combat. En raison de la situation en Algérie, de la confrontation avec l'Algérie, le groupe salafiste pour la prédication et le combat s'est replié au nord Mali parce que, comme vous savez, le Mali a une frontière de 1300 km avec l'Algérie. Donc, lorsque le groupe a senti, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC,
a senti que les autorités maliennes n'avaient pas de capacité pour contrôler la frontière avec l'Algérie longue de 1300 km. Ils se sont installés du côté du Mali. Et c'est ce GSPC qui, historiquement, a fait allégeance à Al-Qaïda pour devenir Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. À partir de AQMI, AQMI a pris des otages au Niger, a pris des otages dans la zone sahélienne et a obtenu des pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., les paiements des rançons en échange de la libération de leurs otages, de leurs ressortissants qui étaient en otage aux mains d'AQMI. Et cette manne-là a permis aux terroristes qui étaient AQMI d'avoir environ 100 millions d'euros d'argent liquide qui ont été payés au titre des rançons. Et cet argent a été utilisé par les groupes djihadistes pour faire du recrutement au Sahel dans une zone où la pauvreté est telle que les jeunes n'avaient pas d'emploi, n'avaient pas de perspective, ont été recrutés avec cet argent-là. Donc c'est comme ça que le terrorisme a commencé au Sahel. Après AQMI, il y a eu le Moudjahou, après Moudjahou, il y a eu Ansardine, après Ansardine, il y a aujourd'hui le groupe salafiste pour le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qu'on appelle Djinim aussi en arabe. Il y a l'État islamique au Grand Sahara. Donc c'est comme ça que historiquement, le terrorisme a commencé au Sahel. Et il a profité justement du contexte sahélien avec la pauvreté des populations, avec les enjeux, les questions qui ont été instrumentalisées, les questions communautaires, la faiblesse de la réponse sociale apportée par les États. Tout ça s'est mis ensemble. Et les puissances occidentales, les puissances internationales aussi, ont profité pour amener leur rivalité. Il y a aujourd'hui, il n'est un secret pour personne, une compétition au Sahel entre la Russie, la France, entre la Russie, la France et la Turquie, etc., etc. Donc, voilà un premier élément d'éclairage que je peux apporter par rapport à la question que vous avez posée. Ok. Et donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, l'Algérie serait donc la source originelle, même en termes de présence physique en nombre, à travers le FIS et le GIA, de ceux-là même qui ont implanté les sources même du djihadisme en Afrique. Oui, au Sahel particulièrement, et mieux que ça. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est l'Algérie qui est plutôt le problème des Africains, surtout même de ceux de la bande du Golfe de Guinée? Mieux que ça. Aujourd'hui, il y a eu une endogénisation, c'est-à-dire que si vous prenez dans les mouvements djihadistes, vous allez trouver des Peuls, vous allez trouver des Armas, vous allez trouver des Soninké, vous avez trouvé des Aoussa, des Touaregs. Mais avant cela, les principaux chefs qui avaient commencé au Sahel venaient de l'Algérie. C'était les Droukbel, c'était les Bel Mokhtar, c'était les autres, ils venaient d'Algérie. Mais au début, c'est cela. Donc, historiquement, le terrorisme est venu par l'Algérie. Mais on peut aussi chercher à construire une réponse avec la contribution de l'Algérie. Et ce n'est pas l'État algérien qui a dit au GSPC allez-y implanter le terrorisme au Mali, mais c'est la situation intérieure en Algérie qui a fait que le terrorisme a débordé du territoire algérien pour arriver au Mali. Maintenant, dans la construction de la solution, on peut effectivement voir comment l'Algérie peut aider, puisque l'Algérie a une expérience dans la lutte antiterroriste, parce que, comme on sait, de 1990 jusqu'à la concorde et la réconciliation, le pays a connu un terrorisme qui aurait fait autour de 200 000 morts, 200 000 morts en Algérie du fait du terrorisme. Donc, il y a un savoir-faire, une expérience que l'Algérie peut partager avec les pays du Sahel dans la résolution. L'État algérien ne peut pas être tenu pour responsable de ce qui est arrivé, parce qu'il n'a pas mandaté le groupe pour aller le faire. Mais aujourd'hui, comme ils ont une expérience et ils ont un savoir-faire, ils peuvent effectivement aider nos pays à mieux faire face à la menace terroriste en contribuant à la formation, à l'équipement des forces antiterroristes dans la région. Ok. Et j'allais vous poser une question qui a 3 volets. Oui. C'est aujourd'hui, quelles sont les implications économiques du terrorisme? Et je m'explique. La première séquence, qui et comment le terrorisme est financé à partir de la bande sahélo-sahélienne? C'était la première question. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences économique du djihadisme ou du terrorisme dans les pays du Golfe de Guinée? Et troisième question pour terminer, quelles solutions économiques nos États peuvent mettre en place pour efficacement lutter contre le terrorisme? Oui, toutes ces questions sont aussi pertinentes les unes que les autres.
La première question qui m'est souvent posée, c'est comment le terrorisme se finance. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sources de financement. Le financement originel est venu du paiement des rançons. On ne le dit pas assez, l'Occident a payé au moins 100 millions d'euros de rançons pour faire libérer ses ressortissants. Entre 1990 et entre 1904, les années où le terrorisme a commencé, à partir de 2004-2005, où il s'est implanté au Nord-Mali, et 2017, on peut estimer à plus de 100 millions d'euros qui ont été payés. Donc c'est beaucoup d'argent. Et à partir de cet argent-là, les terroristes ont utilisé cette manne importante pour faire du recrutement, pour financer leurs activités. Et par la suite, ils se sont mis aussi à percevoir des taxes, parce que vous savez, ce n'est un secret pour personne, le Sahel est devenu une zone de transit de la drogue. À partir du moment où la drogue ne peut plus venir de la Colombie directement en Europe ou en Occident, les trafiquants ont réorienté leur trafic vers le Sahel. À partir du Sahel, ils remontent par le nord du Niger, le nord du Mali, pour amener la drogue dans les pays du Maghreb et la faire remonter en Europe. Donc, les taxes, les groupes terroristes, s'ils n'ont pas fait de trafic directement, ont perçu des taxes pour permettre le passage. Et c'est de sommes importantes. Ça, c'est une autre source de financement. Il y a eu une troisième source de financement, c'est aussi dans les États actuellement, aujourd'hui, il y a des endroits où ce sont les groupes djihadistes qui perçoivent les impôts à la place des États. Et c'est eux qui enlèvent les animaux dans la zone des 3 frontières qui est commune au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils enlèvent les animaux, ils prélèvent l'impôt, ça leur permet d'avoir des ressources, ils perçoivent des taxes. Tout ça est mis ensemble. Le financement international, contrairement à ce qu'on dit, honnêtement, moi je le dis en toute objectivité, il n'y a pas de trace de financement important qui viendrait du Qatar, qui viendrait de l'Arabie Saoudite, qui viendrait pour financer le tourisme. Le financement est plutôt une sorte de circuit fermé à l'intérieur des pays du Sahel avec des opportunités. Vous savez, par exemple, le vol de bétail représente une source de financement importante parce qu'il y a à peu près 70 000 têtes de bétail qui sont volées chaque année par des groupes djihadistes et qui sont revendues sur le marché. Ça leur sert aussi de source de financement. Voilà la question en ce qui concerne les sources de financement. La deuxième question que vous dites qui est importante, c'est les conséquences économiques du djihadisme. Les conséquences économiques sont d'une ampleur incroyable. On n'a pas une estimation réelle de ces conséquences, mais c'est une ampleur incroyable. Les échanges économiques dans la zone ont été perturbés. Quand vous prenez un pays enclavé comme le Mali ou un pays enclavé comme le Niger, l'accès à la façade maritime est perturbé. Le Niger, par exemple, pour prendre cet exemple et pour être très, très précis, avant le Niger, qui n'a pas de port, importait ses marchandises à partir de Cotonou et de Lomé. Aujourd'hui, il est impossible d'importer les marchandises ou de les exporter juste par Lomé, parce qu'il est impossible pour les commerçants nigériens, les opérateurs économiques, de traverser le Burkina Faso. Or, pour aller au Togo, il faut absolument traverser le Burkina Faso. Ça, c'est un premier élément de conséquence. Par exemple, la perturbation des échanges économiques par l'impossibilité d'assurer la fluidité dans les va-et-vient des populations et des marchandises. Le deuxième élément, c'est aussi en termes de priorité budgétaire. Des pays consacrent aujourd'hui 15 à 20% de leurs dépenses budgétaires dans la lutte contre le terrorisme et les questions sécuritaires. Et ça ne peut se faire qu'au détriment des secteurs sociaux, qu'au détriment des infrastructures, qu'au détriment des donc il y a un poids qui est dans un poids budgétaire de dépenses de lutte contre le terrorisme et de défense qui a une ampleur incroyable. Maintenant, quand on dit ça, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce qu'on ne peut pas? Non, il y a bien sûr une solution. Le terrorisme au Sahel n'est pas une fatalité. Mais il faut qu'on repense la stratégie, parce que ce qui n'a pas marché aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la vérité, c'est la façon dont on répond. On a pensé que le terrorisme est une question, l'insécurité et le terrorisme même sont une question simplement militaire et sécuritaire. Non, il y a des jeunes au Sahel qui ont rejoint le groupe terroriste et nous l'avons documenté, non pas parce qu'ils sont convaincus qu'il faut défendre la religion ou qu'il faut faire le djihadisme, non, parce qu'ils n'ont pas du travail. Pour 100 euros, pour 50 $, vous pouvez recruter des jeunes et en faire des terroristes. Donc si on n'intègre pas la question de l'emploi des jeunes, la question du développement local, la question de la justice sociale, la question de la présence de l'État, il y a des zones entières du Sahel où l'État n'est pas du tout présent. Et c'est le groupe djihadiste qui font la loi, c'est eux qui font tout. Si on n'intègre pas tout cela, si on n'associe pas ces différents éléments, on ne trouvera pas de solution. Mais si
on décide d'avoir une compréhension globale du problème et apporter une solution globale, à condition aussi qu'elle soit concertée. Vous avez, par exemple, c'est important dans notre discussion, avant, le terrorisme ne concernait que les pays du Sahel. Aujourd'hui, il concerne les pays du Sahel et menace des pays du Golfe de Guinée. Il est déjà arrivé aux pays du Golfe de Guinée, puisque, comme je l'ai dit en début d'émission, au moins 3 ou 4 pays du Golfe de Guinée ont été attaqués. Et les terroristes, aujourd'hui, ils mettent le paquet sur le Burkina parce que le Burkina est frontalier de 4 pays du Golfe de Guinée. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Donc, tout ça est important dans la construction de la réponse. Et si on veut avoir une réponse qui soit efficace, il faut associer l'ensemble des pays. Ce n'est pas les pays sahéliens, à part les pays du Golfe de Guinée. À part, non, il faut travailler ensemble, les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée, avoir une solution globale qui ne soit pas que militaire. Et en ce moment-là, on pourrait avoir des résultats, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Vraiment, merci beaucoup pour ces brillantes explications qui prouvent encore une fois que vous maîtrisez très bien le sujet. Monsieur Kaba, j'allais vous poser une question que beaucoup de personnes se posent. Je prends un exemple. Allez-y. Il n'y a pas de tabou dans notre discussion. Posez toutes les questions. Si je connais, je réponds. Si je ne réponds pas, il n'y a pas de... Allez-y, posez. L'islam est aujourd'hui cette religion sur laquelle, même si c'est idéologiquement parlant, les djihadistes semblent prendre un peu d'appui. Est-ce que les musulmans eux-mêmes ne sont pas fautifs de leur silence et de leur inaction? Parce que quand on regarde très bien, les pays à forte population musulmane sont plus perméables au djihadisme et à ces phénomènes. Quand bien même que ceux qui s'incorporent dans le djihadisme ne sont pas forcément des musulmans, est-ce que vous ne pensez pas que le laxisme même des populations ou peut-être leur méconnaissance même a contribué à pouvoir donner du tonus même aux djihadistes? Non, la question est importante et il faut y répondre sans tabou, sans faux fuyant. Lorsque vous prenez un mouvement djihadiste comme Boko Haram, qu'on appelle aussi l'État islamique, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, 95% des personnes qui sont tuées par Boko Haram sont des musulmans. Donc, ce n'est pas une affaire de l'islam. On a pu même documenter des exemples où des gens sont sortis dans la région, dans le bassin du lac Tchad, les gens sont sortis de la prière, du Ishaï, la dernière prière, et ont été tués par les groupes djihadistes. Ce n'est pas une affaire de l'islam, une affaire de musulmans. Simplement, ces gens, leur combat n'a rien à voir avec l'islam, les valeurs que l'islam repose. La responsabilité des musulmans, comme vous dites, c'est que les gens ont par peur, souvent par, je ne sais pas, par souci de ne pas être traités d'anti-musulmans, ne prennent pas de position publique contre les groupes djihadistes, contre le fait que ce groupe djihadiste porte du tort à l'islam. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas une condamnation vigoureuse du fait que les gens instrumentalisent l'islam. On peut avoir des explications. Dans certains pays, les chefs religieux ont peur de représailles de groupes islamiques. Ils ne sortent pas assez pour le dire. Mais il faut qu'ils aient le courage et il faut que l'État les encourage. Un pays comme la Mauritanie a un peu réglé la question en essayant de construire un contre-discours qui montre qu'en réalité, ce que les groupes djihadistes font n'est pas lié à l'islam, n'a rien à voir avec l'islam. La radicalisation des jeunes, les jeunes sont simplement abusés. On les amène à faire de tort. Quand vous partez dans une mosquée pour massacrer des gens, quel islam vous défendez? C'est quel islam ça? Les gens qui sortent de la prière, vous les tuez, quel islam vous défendez? Dans le cas de Boko Haram, on a pu le voir. Ou quand vous venez dans un village comme ça s'est passé avant-hier au centre du Mali, à Bangas, où les gens sont venus massacrer 130 personnes. Mais ils ont tué des musulmans, quel islam ils défendent. Donc ce qu'ils disent n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, la responsabilité des musulmans et des autorités dans les pays musulmans, c'est l'absence de condamnation vigoureuse et l'absence de construction d'un discours qui amène à montrer que ces gens n'ont rien à voir avec l'islam et que leur comportement n'a rien à voir avec l'islam. Ça, ce n'est pas fait et il faut le faire à mon avis. C'est important qu'on le fasse et des pays comme la Mauritanie sont en avance par rapport à des pays comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso dans la construction du contre-discours qui montre que ce que les gens là font n'a rien à voir avec l'islam. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour la franchise de votre discours qui est plutôt très intéressant. Moi, je suis un citoyen lambda en Côte d'Ivoire et je ne connais pas les djihadistes. Vous, en tant que spécialiste, comment vous pouvez m'expliquer les mécanismes par lesquels les djihadistes peuvent s'incruster dans la population? Quelles sont les différentes stratégies qu'ils utilisent et quels sont les différents moyens qu'ils peuvent prendre pour pouvoir se déployer dans une société avant de déclarer leur vrai visage?
ils procèdent de façon très insidieuse. Ils procèdent en cachette. Leur stratégie, c'est justement ce qui rend le combat contre eux très difficile. Ceux qui sont dans la stratégie de l'esquive. Ils n'affichent pas leur visage. Ils utilisent très souvent la faiblesse, le terreau favorable dans lequel ils évoluent. Quand on prend la frontière avec le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, dans la zone de Kafalo, les djihadistes peuvent venir dans cette zone essayer de profiter des difficultés que les jeunes ont à trouver de l'emploi, que les jeunes ont à être intégrés, etc., pour essayer de les recruter. Ils utilisent souvent les arguments de l'argent, les arguments des moyens pour convaincre les gens. Et ils utilisent aussi d'autres considérations en disant, par exemple, qu'il y a une exclusion par exemple, l'instrumentalisation de Peul. On voit dans la zone de 3 frontières, la communauté Peul est très instrumentalisée parce que les djihadistes construisent un discours en montrant au Peul, vous n'êtes associés à rien du tout, au Mali vous n'êtes rien, au Niger vous n'êtes rien, au Burkina vous n'êtes rien. Donc ils essaient de construire un discours qui peut, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas suffisamment prévenu, vous pouvez être perméable à ce genre de discours. Donc ils utilisent le terreau dans lequel ils trouvent les jeunes. Ensuite, ils commencent progressivement comme ça, sous l'angle idéologique, et après, ils utilisent ces jeunes-là pour commettre des actions violentes, et ainsi de suite. Ils construisent comme ça progressivement et s'incrustent dans la population, et ils continuent à faire. Ils exploitent aussi le fait que les États ne sont pas présents dans la zone généralement où ils commencent à opérer. Quand vous prenez la zone de 3 frontières, ce qui a fait le développement du djihadisme, c'est aussi l'absence de l'État. Les gens ne voient ni sous-préfet, ne voient ni gendarme, ni policier, ni agent d'impôt, ni agent des eaux et forêts pendant cette période. Et tout ça favorise justement le fait que le groupe djihadiste puisse s'implanter, s'incruster en des endroits et profiter pour se développer. Merci beaucoup, M. Kaba. Et il y a un auditeur qui posait la question de savoir. L'Afrique n'est pas productrice d'armement. Et nous voyons aujourd'hui les arsenaux militaires que les djihadistes possèdent. D'où viennent ces armements? Et surtout, est-ce que ceux qui produisent ces armements-là ne bénéficient pas directement ou indirectement à travers les compagnies des activités même du djihadisme, c'est-à-dire les États producteurs d'armes? La question est très importante et elle mérite une réponse très claire. En fait, les groupes djihadistes ont, au Mali comme dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, ils ont attaqué les casernes pour prendre de l'armement. Et chaque fois qu'ils attaquent, souvent les forces ne répondent pas et en se repliant, les armées laissent sur place le matériel et le groupe djihadiste récupère une bonne partie du matériel. Donc ça, c'est une partie de leur approvisionnement. Environ une partie importante de leur approvisionnement vient de là. La deuxième source d'approvisionnement a été la Libye. Avec l'effondrement de Kadhafi, vous savez, Kadhafi avait profité de la richesse de la Libye pour acquérir des armes. La Libye était un des pays le plus armé en Afrique. Quand vous faites le rapport entre le matériel militaire que la Libye a et la population, qui ne dépassait pas 5 à 6 millions, la Libye était un des pays africains qui était le plus armé, qui avait le matériel militaire le plus sophistiqué. Donc, après l'effondrement de la Libye est devenue une sorte de marché à ciel ouvert, supermarché à ciel ouvert de l'armement. Chacun partait. Il y avait même des personnes privées qui avaient des chars, qui avaient des blindés chez elles, parce que bon, c'est devenu comme ça. Et une partie de ce matériel-là s'est retrouvée au Sahel, s'est retrouvée au Niger, s'est retrouvée au Mali, s'est retrouvée au Burkina Faso. Donc ça, c'est une source d'approvisionnement. Et il y a la troisième source d'approvisionnement, à mon avis, dont l'auditeur parle et qui est une source réelle, c'est que les trafiquants aussi se sont dit, puisque les groupes djihadistes ont l'argent des rançons, l'argent qu'ils ont gassé, ils se sont mis à approvisionner en leur vendant des armes. Le business de l'armement est un business important. Ils brassent des sommes importantes et les groupes djihadistes ont profité eux aussi pour acheter des armes auprès. Vous allez trouver des armes de pointe, vous allez trouver des armes importantes au niveau de ces différents groupes djihadistes parce que les marchands d'armes, les trafiquants aussi ont profité de la situation pour vendre des armes. Eux, ils n'ont aucune morale, ils vendent à celui qui a l'argent et comme les groupes djihadistes ont de l'argent, ils ont profité pour vendre des armes à ces groupes djihadistes-là. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la responsabilité des hommes politiques, surtout du Golfe de Guinée, qui, ma foi, ont échoué? Je parle de l'ensemble, parce que quand je vois aujourd'hui le G5 Sahel qui n'a pas été à la hauteur des rendez-vous, pour moi, c'est un échec collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas
un repli même des dirigeants sur soi pour essayer de se défendre? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, parlant, quelle méthode globale réellement faut-il appliquer de façon concrète pour venir à bout du djihadisme? Oui, vous avez raison, la responsabilité des hommes politiques est très grande. Et dès le départ, il fallait avoir le courage de construire une réponse régionale. Ça n'a pas été fait, ça a pris du temps. Et malgré les avancées qu'il y a eu avec le G5 Sahel, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait pu. Si on était assez loin dans la construction d'une réponse régionale, dans la mise en commun de nos efforts, on serait arrivé. Et donc, chaque État, comme souvent en Afrique, chacun a voulu rester chez lui en pensant que c'est un problème qui regarde le Mali. Quand ça vient au Niger, on pense que c'est un problème qui regarde le Niger et le Mali, etc. Donc, la gestion par le pouvoir politique, l'absence d'anticipation n'a pas été une très bonne chose. Et ça n'a pas permis de construire une réponse régionale efficace. Et aujourd'hui, c'est simplement en février, comme vous avez vu, que nos pays ont décidé qu'il va falloir faire un travail entre le G5 Sahel et les pays de l'initiative d'Accra. Puisque, comme vous savez, il existe à côté du G5 Sahel, il y a ce qu'on appelle les pays de l'initiative d'Accra, qui sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Ghana, qui sont des pays du Golfe de Guinée. Et c'est en ce moment, à partir de février seulement, que la décision a été prise de travailler ensemble, les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Donc, alors que la menace djihadiste ne date pas de février de cette année. Donc, pendant longtemps, on n'a pas cherché à construire une réponse régionale. Donc, il faut absolument construire, avancer dans cette réponse régionale, essayer d'avoir une meilleure solidarité. Au-delà du Sahel et du Golfe de Guinée, il n'y a pas de solidarité africaine. Beaucoup de pays africains ne se sentent pas concernés. Là, je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud se sente concernée par ce qui se passe au Sahel. L'Angola, qui est une puissance militaire. Donc, la solidarité africaine n'a pas pu se construire. Et ça, à mon avis, c'est une grave faiblesse. Aujourd'hui, on critique l'Occident. On a vu, par exemple, pour parler de l'actualité, la crise en Ukraine doit ouvrir les yeux aux Africains. Les Africains, par exemple, avaient besoin de 400 millions pour construire la force du G5 Sahel. 400 millions d'euros. Une personne ne leur a donné les 400 millions d'euros. Aujourd'hui, on a donné 100 milliards de dollars à l'Ukraine entre février. La guerre en Ukraine a commencé le 24 février. Entre le 24 février et aujourd'hui, l'Ukraine a eu 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars d'aide apportée par les autres pays. Donc les Africains, ça doit les interpeller et ça doit les amener à compter sur eux-mêmes. Hein, au lieu de compter sur l'Occident qui a refusé de leur donner l'argent. Ça doit leur ouvrir les yeux et ça doit amener à chercher à construire une réponse. Parce que moi, je suis convaincu que la situation au Sahel aujourd'hui n'est pas une fatalité. Si on s'y met, si on s'organise et si on trouve la bonne solution, on peut y remédier. Et si, tant qu'on ne remédie pas à ça, on ne pourra pas avancer vers le développement. Aujourd'hui, l'urgence au Mali, l'urgence au Niger, l'urgence au Burkina Faso, c'est la question sécuritaire. Vous ne pouvez pas faire du développement sans un minimum de sécurité. Donc, il faut commencer par là. Et c'est pour cette raison que le travail de solidarité, le travail d'entraide, le travail de construction d'une réponse régionale, à mon avis, doit être activé, doit être avancé par les pays. Et on pourrait, si on le fait, si on s'y prend correctement, on pourrait trouver vraiment une solution à la question d'insécurité que connaît le Sahel. Merci beaucoup, M. Kaba. J'allais vous poser la question suivante. Aujourd'hui, c'est bien beau de parler de l'Union africaine, de parler de leur échec, mais sur la réalité, sur le terrain, ce sont les populations qui meurent et qui assument les conséquences les plus lourdes. Qu'est-ce que ces populations elles-mêmes aujourd'hui peuvent faire pour essayer de minimiser les influences même du djihadisme sur le terrain? Sinon, en d'autres termes, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour que le djihadisme ne puisse pas prospérer selon les expériences que vous avez déjà? Oui, je pense que honnêtement, les populations, elles sont déjà, leur courage est à saluer. C'est elles qui subissent l'impact, c'est elles qui subissent. Moi, je suis allé sur le terrain, je vais au Sahel régulièrement. J'étais à Maïdougouri, où Boko Haram a commencé. J'étais à N'Djamena, j'étais à Ouaga, à Niamey, etc. Je vois la résilience et je vois la souffrance des populations. Et il faut, à mon avis, que les populations puissent contribuer à la solution. Il faut d'abord que nos pays commencent à comprendre que les populations font partie de la solution et non font partie du problème. Parce que le fait que les djihadistes se cachent souvent dans la population a amené à suspecter toute la population. On a l'impression que tout le monde est djihadiste dans un village, alors que peut-être qu'il y en a 2 ou 3, peut-être qu'il y en a 5, peut-être qu'il y en a 10. Mais de là à comprendre que tout ça, tout le monde est djihadiste, ça crée
un rapport de méfiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et ça fait que les populations ne collaborent pas avec les forces de défense et de sécurité. Il y a un deuxième point, à mon avis, qui explique aujourd'hui le fait que les populations ne contribuent pas à la solution beaucoup. C'est aussi les exactions qu'il y a eu. Il y a eu des cas où des gens ont été arrêtés qui n'ont rien à voir avec le djihadisme, ont été exécutés par les forces de l'ordre. Et on n'a pas fait d'enquête, on n'a puni personne, etc. Ça a créé une situation de rejet de l'État, de rejet de la solution qui est apportée par. Donc, il faut d'abord réconcilier la population avec les États, comprendre que ces populations font partie de la solution et non font partie du problème, essayer de voir comment on peut associer les populations, parce qu'on sait que dans des pays où ce sorte de stratégies ont marché, chaque fois qu'il y a une personne étrangère qui vient dans le village et dont on soupçonne l'activité, la population signale aux autorités. Donc, et ça, pour arriver à ce niveau-là, pour que la population elle-même puisse apporter sa contribution, il faut d'abord rétablir la confiance entre l'État, les États et les populations. Cette confiance s'est brisée au Sahel. Il faut aujourd'hui faire le travail pour que ça se rétablisse. Et je pense aussi que les pays du Golfe de Guinée doivent tirer les leçons de l'échec qu'il y a eu. Et moi, je ne dis pas ça parce que je m'adresse à vous. Et de ce point de vue, on a vu par exemple, la Côte d'Ivoire a eu une approche qui me semble intelligente parce que dans la zone frontalière avec le Mali, non seulement la sécurité a été renforcée, mais l'État ivoirien s'est mis à trouver des solutions aux problèmes d'emploi de la jeunesse. Et en associant la question du développement et la question sécuritaire, on peut arriver à de bons résultats. C'est ce qu'il n'y a pas eu au Sahel. Et c'est heureux qu'un pays comme la Côte d'Ivoire tire les leçons de l'échec qu'il y a eu au Sahel et essaie de promouvoir une solution qui associe le sécuritaire, le militaire et le développement. Et peut-être demain, qui associe aussi la présence de l'État, le renforcement de la présence de l'État. Et tout ça peut contribuer à avoir une solution justement à la question d'insécurité au Sahel. Ok. Vraiment, merci beaucoup, M. Kaba. Et revenons sur la question même de la Côte d'Ivoire, et nous remercions les autorités sécuritaires pour tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, de façon spécifique en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, quelles sont les solutions additionnelles que vous pourriez donner pour essayer d'aider les autorités et les populations à pouvoir venir à bout du djihadisme ou de vaincre même ce phénomène malsain, dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire? Non, je sais que dans la zone de Kafalo, où il y a eu des attaques importantes, même en août 2020, où il y a eu des attaques, il y a, comme j'ai dit, le renforcement de la sécurité par une meilleure présence de l'État dans des zones pour empêcher dans la forêt qu'il y a sur la frontière entre le Mali, il y a eu des opérations militaires pour assainir, pour empêcher qu'il y ait des implantations djihadistes. Et à mon avis, ça c'est tout à fait important. Et le fait aussi que les autorités ivoiriennes aient mis en place un programme en faveur de la jeunesse, où des jeunes ont été soutenus pour empêcher qu'ils soient recrutables, pour empêcher qu'ils soient à la merci de groupes djihadistes qui peuvent venir leur faire des promesses mirobolantes. Ça, la continuation du renforcement de la présence de l'État ivoirien dans la zone des trois frontières, le renforcement aussi de la coopération avec le Mali, parce que aujourd'hui le djihadisme est devenu transnational. Donc, il faut aussi renforcer la coopération avec le Mali et renforcer la présence de l'État. Et moi, je pense que la perspective, en tout cas ivoirienne, telle qu'on voit aujourd'hui, est une bonne perspective. C'est pas pour rien que depuis un moment, en dépit de la dégradation de la situation dans la région, la Côte d'Ivoire n'a pas du tout été attaquée. Et à mon avis, ça prouve que l'approche ivoirienne est une bonne approche. Il faut la renforcer. Il faut augmenter notamment la question de l'enveloppe pour la formation de jeunes, pour le recrutement, renforcer la présence de l'État, la coopération avec le Mali. Et tout ça, si tout ça est fait, à mon avis, les choses vont aller dans le meilleur sens, notamment en ce qui concerne l'insécurité sur la frontière avec le Mali. Merci beaucoup, M. Kaba. Et que pensez-vous face au djihadisme de ces États qui se sentent complètement submergés, qui font appel à certaines forces parallèles comme les Kolwega au Burkina, comme Ambasagou au Mali, ou encore peut-être même dans certains cas les Dozo? Est-ce que vous pensez que ces forces-là peuvent être utiles dans la lutte pour aider contre le djihadisme ou bien même peuvent devenir des forces néfastes? Il faut absolument être prudent avec les groupes d'autodéfense. Ce que vous avez cité, à Bassango au Mali, les VDP au Burkina, les volontaires de défense de la patrie, voilà, le Dozo, etc. Tout ça,
ce sont des groupes d'autodéfense qui, à mon avis, doivent être encadrés pour éviter, parce qu'on a pu voir que les groupes-là ont alimenté les conflits intercommunautaires, notamment dans le cas du Mali, où la milice a créé des situations d'affrontement entre les Peuls et les Dogons. Donc, il faut absolument encadrer pour éviter, parce que c'est un couteau à double tranchant. Si on ne l'utilise pas bien, il peut blesser la personne qu'il a entre les mains. On peut s'appuyer sur les groupes non militaires pour collecter du renseignement humain pour savoir qui est venu dans le village, qui fait ceci, cela. Mais on ne peut pas laisser libre cours à ces groupes-là parce qu'ils peuvent commettre des exactions, parce qu'ils n'ont pas été entraînés, parce qu'ils ne connaissent pas les règles de respect des droits de l'homme, les règles de ceci, cela. Donc, à mon avis, ils peuvent avoir leur utilité à condition qu'ils soient suffisamment encadrés et que leur responsabilité, leur rôle et leur périmètre soient suffisamment détenus. Si on leur donne le droit d'arrêter des gens et de les détenir, le droit de juger des gens, etc., ça peut créer des situations de dérapage. Mais si on en fait des auxiliaires des forces de l'ordre qui peuvent aider à collecter du renseignement humain, ça peut être utile parce que, comme on sait, nous n'avons pas les moyens dans les États du Sahel, en tout cas aujourd'hui, d'avoir une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police dans chaque village. Donc on peut avoir quelques éclaireurs qui peuvent alerter et leur rôle doit être limité, doit être défini, doit être encadré pour éviter qu'il y ait de dérapage. Merci beaucoup, M. Kaba. Et pour ne pas abuser de votre générosité, j'allais vous poser une toute dernière question qui est la suivante. Avec toute l'expérience personnelle que vous avez accumulée aujourd'hui, quelles solutions concrètes vous proposeriez à nos États africains, surtout ceux du Golfe de Guinée, qui certes ont déjà connu quelques avancées djihadistes, mais quelles solutions concrètes aujourd'hui, vous, en vous basant sur vos propres expériences, vous pouvez aujourd'hui donner de façon concrète? Non, moi, je pense qu'il faut, l'idée qui a été avancée en février, d'avoir une meilleure coopération entre le Golfe de Guinée et les pays du G5 Sahel est une idée qu'il faut avancer. Quand vous prenez les attaques qui ont été faites contre la Côte d'Ivoire, elles sont venues essentiellement du Mali. Quand vous prenez les attaques qui ont été faites contre le Bénin, ils sont venus essentiellement du Burkina. Les attaques contre le Togo sont venues essentiellement du Burkina Faso. Donc, il y a lieu de renforcer la coopération du Golfe de Guinée et le pays du Sahel pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Il y a aussi, à mon avis, lieu de continuer à construire une réponse qui prenne en compte la dimension du développement. Comme j'ai dit, beaucoup de jeunes sont partis dans le djihadisme parce qu'ils n'ont pas de perspective. Et sur ce plan-là, honnêtement, je le répète, l'approche ivoirienne me semble bonne, celle qui consiste à associer dans la zone où il y a des risques, dans les zones où les risques terroristes sont importants, les risques vulnérables sont importants, de prendre en compte la question de la jeunesse, de sa formation, de son accompagnement. Parce que souvent, quand on dit au Sahel, et quand je dis aux gens, les gens disent que non, mais tout le monde ne peut pas être recruté par l'État. Ce que les jeunes veulent au Sahel, quelquefois j'ai vu, c'est pas simplement qu'ils deviennent des fonctionnaires ou qu'ils deviennent tous des directeurs généraux. Non, les jeunes ont besoin d'être accompagnés pour avoir la formation professionnelle. Je donne souvent cet exemple. Dans un village, quand vous partez, tout le monde a presque le téléphone portable, mais personne ne sait réparer le téléphone. Si vous formez 2 ou 3 jeunes à la réparation du téléphone portable, ils vont réparer le téléphone portable du village, tout le monde sera content, mais ils vont être rémunérés, ça va leur permettre d'avoir de l'argent. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour accompagner. Il y a aussi une deuxième chose que les États peuvent faire, c'est aujourd'hui, si vous êtes un jeune dans un pays du Sahel ou même dans un pays du Golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, si vous finissez vos études et que vous voulez monter votre propre entreprise, vous allez à la banque va vous demander un titre foncier, va vous demander une garantie. Or, vous allez commencer à travailler, quel titre foncier vous avez ou quelle garantie vous pouvez apporter. L'État peut accompagner les jeunes, peut se porter garant pour que les jeunes puissent bénéficier. Donc, il faut créer des opportunités aux jeunes et, à mon avis, ça, c'est très important. Ensuite, quand on fait ça, on construit aussi la présence de l'État. Dans les zones où l'État n'est pas là, il faut voir comment on peut améliorer la présence de l'État et puis surtout, comment on peut aujourd'hui faire davantage de décentralisation. Dans le pays du Sahel, si vous êtes au Niger ou au Mali, si vous voulez vous faire établir un passeport, il faut que vous alliez à la capitale pour faire le passeport. Souvent, vous vous déplacez sur 1500 km.
Donc, tout cela doit être repensé. Aujourd'hui, l'État doit être à côté des populations. Pourquoi on ne ferait pas la possibilité, je prends le cas du passeport, mais il y a d'autres choses, la possibilité pour que les gens puissent accéder aux services dans les régions où ils se trouvent, rapprocher l'État des populations. Donc, quand on fait tout ça, quand on met ensemble, ça va permettre au moins de commencer, de régler la question du terrorisme et de l'insécurité dans la zone sahélienne. Et si on règle la question de l'insécurité, maintenant on va s'attaquer aux questions du développement, aux questions d'intégration régionale, aux questions de libre circulation des personnes et de biens. Tout ça pourra se faire plus facilement si on règle la question de l'insécurité. Merci beaucoup, M. Kaba. Et il y a un auditeur qui me donne une toute dernière question. Et ça, c'est la toute dernière pour ne pas abuser véritablement de votre générosité. Qui me disait ceci. Qu'est-ce que M. Kaba pense des cas des présidents maliens, burkinabés actuellement au pouvoir, des présidents maliens qui ont été renversés sous le prétexte qu'ils étaient incapables de lutter contre le terrorisme. Malgré tout, les juntes n'arrivent pas à lutter contre le terrorisme. Sa question est juste. Moi-même, j'ai évoqué ça plusieurs fois. Vous savez, au Burkina Faso, le 24 janvier, quand les militaires ont fait leur coup d'État, ils ont vendu l'idée que le pouvoir civil est incapable et que eux, quand ils vont régler la question. Or, il se trouve que depuis que la junte a pris le pouvoir, il y a eu 800 morts. 800 personnes ont été tuées dans des incidents terroristes qui sont liés. Donc, ça prouve la difficulté que les militaires ont aujourd'hui à trouver une solution à l'insécurité. Donc, ce qui est arrivé à Roch Christian Kaboré peut leur arriver s'ils ne font pas vite pour trouver la solution à la question sécuritaire. C'est pour ça qu'il leur faut rapidement, s'ils veulent être crédibles, essayer de trouver des solutions en essayant de susciter la solidarité africaine. 40% du territoire burkinabé aujourd'hui échappe au contrôle de l'État. Donc, nous sommes dans une situation très grave parce que si le Burkina cède, ça va menacer le Ghana qui est frontalier, ça va menacer la Côte d'Ivoire, ça va menacer le Togo, ça va menacer le Bénin. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faut mobiliser la solidarité internationale des puissances régionales comme le Nigeria, d'autres puissances africaines comme l'Angola, et d'autres peuvent aider le Burkina à renverser la situation. Mais il est absolument important que si les militaires veulent être crédibles, ils renversent la situation. Et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à le faire. Et la même situation se trouve au Mali. Et il faut dire que ce n'est pas en contractualisant avec des sociétés privées, d'autres pays qu'on peut trouver des solutions à la situation d'insécurité qu'il y a au Mali. C'est plutôt en travaillant ensemble dans la sous-région, entre les États, en mutualisant nos forces, en essayant de construire une solution qui va au-delà du sécuritaire et du militaire, qu'on peut arriver à une solution qui permette à nos pays de régler définitivement la question de l'insécurité et de passer à la question du développement, qui est une question importante. Monsieur Kaba, je respecte votre expérience et surtout la franchise avec laquelle vous avez répondu à ces questions. Moi-même, ça m'a permis de redéfinir certaines conceptions que j'avais. Je suis très, très honoré, ça je n'ai pu vous le cacher, mais ce que j'allais vous demander, c'est de maintenir le contact avec vous et selon les besoins, si c'était possible, essayer de m'appuyer sur vous pour pouvoir avoir plus de détails en ce qui concerne le terrorisme et comment aider nos populations. Vraiment, je vous remercie. Je remercie. C'est un plaisir. Notre frère Yaya va continuer à faire le lien. Il n'y a pas de problème. C'est un plaisir d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes vos questions. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Notre frère Yaya va faire le lien. Il n'y a pas de problème. Va faire quoi? Notre frère Yann va continuer à faire le lien. Et la seule contrainte que j'ai souvent, c'est des contraintes d'agenda. Souvent, je ne suis pas là. Là même, je dois partir lundi. Mais en dehors de ça, vraiment, je suis prêt à partager mon expérience que j'ai consignée d'ailleurs dans 3 livres. Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, qui est sorti en mars. Et j'avais déjà écrit Voyage au cœur de Boko Haram en 2019. Et en 2021, j'avais écrit Pour comprendre Boko Haram, qui sont des livres qu'on peut trouver sur Amazon, qui peuvent aider à éclairer. Et je suis disponible vraiment pour essayer d'apporter ma contribution. Et je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites. C'est votre rôle et c'est notre rôle de vous soutenir pour permettre une meilleure compréhension du phénomène, de ces phénomènes-là que connaissent nos pays. Merci beaucoup, M. Kaba. Merci beaucoup. Au revoir. Okay. Allô? Oui, Yann. Comment ça va, cher frère? Ça va bien, et toi? Voilà, avant de donner la parole, j'aimerais dire à tous que ce n'est pas l'éclaireur qui est l'initiateur de ceci.
C'est vrai que j'y ai pris part, mais celui qui a conçu, réfléchi et mis en place s'appelle Yann. Ça, il faut avoir le courage de le dire en face du monde. Et pourquoi Yann a fait ceci? C'est pour aider. Et aujourd'hui, à travers ce que M. Kaba vient de dire, on ne peut plus être surpris quand on va bien relire et écouter ce qu'il a dit. Ça doit être très utile pour nous dire que nous avons en face de nous un mal pernicieux et qu'il ne faut pas jouer avec. Que vous soyez chrétien, musulman, il faut bouter ce désordre qu'est le terrorisme loin de nos continents, loin de nos pays, loin de nos contrées. Et Yann, merci pour ce que tu as fait. Au nom de l'amour pour l'humanité, tu as encore, c'est ce que nous disons ici, c'est la classe. Celui que vous entendez là n'est pas l'homme le plus docte. C'est seulement quelqu'un à qui on a permis de donner de la voix. Mais vous voyez le spécialiste, M. Kaba, qui a parlé du terrorisme et qui a dit des choses très importantes. Et ce message est tellement important que je prendrai soin de le faire parvenir dans certaines contrées pour que les populations et les personnes puissent l'écouter et en tirer les leçons qu'il faut et surtout en faire bon usage. Et Yann, je te laisse la parole si tu as quelque chose à nous dire. Oh, merci mon grand-oncle. Hein. De prime abord, remercier le Tout-Puissant qui a permis que cela puisse se réaliser. Moi, je ne peux que remercier l'aîné qui vraiment a pris de son temps pour nous éclairer dans son domaine. J'ai eu l'opportunité et la chance comme ça de le rencontrer. Et voilà, il m'a tout de suite, par sa simplicité, par son humilité, il m'a tout de suite vraiment séduit par son humanisme. Donc j'ai essayé, j'ai dit, bon, j'ai tout de suite pensé à toi et aussi à tous les EPV. J'ai dit, bon, je vais oser lui demander cela, mais quelqu'un de très, très, très affable, très ouvert, très élégant, qui n'a même pas hésité. Et compte tenu de son emploi du temps qui était un peu chargé, les choses ont été un peu du temps, mais vraiment, vous voyez un peu la grandeur d'esprit du monsieur à travers tout ce qu'il a dit. Moi, je ne fais que te remercier aussi de créer cette disponibilité-là pour que les choses puissent se passer. Voilà, vraiment, je remercie tout le monde. J'espère que vraiment le message a été bien perçu et surtout est bien passé, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais rajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher frère Yann. Merci pour tout ce que tu fais. Dieu est témoin sur toutes choses et Dieu est suffisant comme témoin qu'il nous préserve de tout ce qui est négatif et maléfique. Merci à toi. Amen, merci à M. Kaba. Amen. Merci à tous nos auditeurs. Et je salue ici un de nos aînés, M. Silio Kobarga. Je ne vais pas manquer de dire le nom. Vous avez... on pourra peut-être appeler ça un respect, mais pour moi, je ne sais pas. C'est plus que ça. C'est ce que je ressens. Et ça, il faut que je le dise pour être moi-même soulagé. Merci. Merci en grand caractère et en italique 1000 fois à tous. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. À vous pareil. Ok.